Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons voir le protocole opératoire de la chirurgie de la valve mitrale. Voici le plan que nous allons adopter. Tout d'abord, nous allons parler du monitorage, des voies d'abord, de l'importance de l'échographie transésophagienne, de la protection myocardique. Ensuite, nous allons faire un bref aperçu sur l'exposition de la valve mitrale, l'exposition de la mitrale proprement dite, et enfin, nous parlerons des purges de cavité gauche. Alors, tout d'abord, voyons comment doit se passer le monitorage en cas de chirurgie de la valve mitrale. Les traitements préopératoires sont laissés en place. Si le malade est aux antivitamines K per os, il faut le relayer plusieurs jours avant l'opération par une héparine. Une héparine soit par voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée. Il s'agit toujours d'une anesthésie générale avec intubation endotrachéale. Dans tous les cas, les préparatifs à l'opération incluent une surveillance de pression artérielle par un cathéter radial, sinon fémoral, deux voies veineuses dont l'une jugulaire en général sert pour la mesure de la pression veineuse centrale, une sonde vésicale, un thermomètre qui, selon les équipes, est soit rectal ou nasopharyngé. Quelles sont les voies d'abord utilisées en chirurgie mitrale? Il existe principalement trois voies d'abord. Il s'agit de la thoracotomie antérolatérale droite, qui est utilisée surtout pour son avantage esthétique. La deuxième voie qu'on peut utiliser pour la chirurgie de la valve mitrale est la sternotomie médiane verticale, qui donne un très bon jour sur le site opératoire. Et ensuite, la troisième voie, c'est la mini-incision endoscopique. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces voies d'abord, je vous conseille de visionner la vidéo que j'ai faite sur les voies d'abord. Maintenant, voyons l'importance de l'échographie transésophagienne dans la chirurgie mitrale. L'étude échocardiographique est de pratique courante. Elle est utile et indispensable pour la chirurgie mitrale reconstructrice. Il est donc important de placer la sonde d'échographie transésophagienne en début de procédure chirurgicale. Ensuite, voyons comment se fait la protection myocardique. La protection myocardique intervient après le temps de clampage aortique. Il existe plusieurs méthodes de cardioplégie. La cardioplégie antérograde et la cardioplégie rétrograde. Tout d'abord, voyons la cardioplégie antérograde. La cardioplégie, il existe deux types de cardioplégie antérograde. La cardioplégie antérograde normothermique, qui se fait au sang hypercalémique, répétée toutes les 10 à 20 minutes. Ensuite, nous avons la cardioplégie de sang ou au cristalloïde,
qui se fait sous l'hypothermie générale entre 30 degrés et 28 degrés Celsius. Tout d'abord, voyons la cardioplégie antérograde normothermique au sang hypercalémique répétée toutes les 10 à 20 minutes. Cette cardioplégie est une méthode simple et efficace. Elle a pour inconvénient la nécessité de déplacer les cathéters proches de l'aorte pour éviter une insuffisance aortique. Une astuce pour éviter cet inconvénient, c'est d'utiliser la voie rétrograde dans le sinus coronaire. Ensuite, nous avons l'hypothermie générale à 30-28 degrés et cardioplégie de sang ou au cristalloïde. Cette cardioplégie est répétée à une durée variable selon la concentration potassique. On peut mettre de la glace pilée ou du sérum froid à 4 degrés Celsius sur l'équerre. La deuxième méthode de cardioplégie, c'est la cardioplégie rétrograde. La cardioplégie rétrograde est faite par un cathéter avec capteur de pression. Elle est introduite par l'atrium droit. La cardioplégie est du sang hyperpotassique ou cristalloïde avec une dose de charge répétée toutes les 20 minutes. Le principal critère d'efficacité est d'obtenir un électrocardiogramme plat et une absence de fibrillation ventriculaire et auriculaire. Maintenant, après les voies d'abord utilisées, la question qui se pose, c'est l'exposition de la valve mitrale. Et pour l'exposition de la valve mitrale, il y a principalement 3 voies d'abord. La voie d'abord qui passe par les sillons de Sondergaard, la voie d'abord bi-auriculaire transseptale et la voie d'abord verticale transseptale. Pour plus d'informations sur ces techniques, je vous conseille de visionner la vidéo que j'ai faite sur les voies d'abord de la valve mitrale. Ensuite, pour l'exposition de la mitrale, comme je l'ai décrit dans la vidéo sur les voies d'abord, on va utiliser des écarteurs autostatiques. On se servira de points d'exposition et la troisième étape pour l'exposition de la mitrale, c'est la libération des adhérences. Ensuite, voyons le dernier chapitre du protocole opératoire de la chirurgie de la valve mitrale. Cette étape est cruciale afin d'éviter les emboles gazeux. Cette étape porte sur les purges des cavités cardiaques droites. Alors, les purges de cavité cardiaque droite va d'abord commencer par la suture de l'atrium droit, qui en général est facile pour suturer l'ouverture faite au niveau de l'atrium gauche.
On utilise du fil d'Ezoro monobrin en surjet. Si la paroi atriale est fragile, on peut utiliser du fil 3,0 ou du 4,0. On fera particulièrement attention au niveau des extrémités des sutures afin d'éviter le saignement. Notamment, on prendra plus de précautions au niveau du toit de l'atrium gauche. Puisque la suture est faite sur la veine pulmonaire droite, il faudra être vigilant afin d'éviter la suture de cette veine. Ensuite, la purge d'air est faite par une ligne d'aspiration placée dans l'aorte ascendante, à cœur battant et l'aorte clampée. Certains placent une canule ventriculaire gauche aspirative qui passe dans la valve mitrale et qui sort par l'incision atriale. Après la fermeture des cavités cardiaques, on contrôle la purge par l'échocardiographie et les bulles d'air se présentent sous forme d'échos multiples. Donc on verra à ce qu'il n'y ait pas ou à ce qu'il y ait très peu de bulles dans la cavité cardiaque gauche. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle.